Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Véronique Chevillat, je travaille au FIBEL Suisse et je vais vous présenter aujourd'hui la biodiversité fonctionnelle dans les vergers. Bonjour. Nous allons commencer par la définition de la biodiversité fonctionnelle. Qu'est-ce que la biodiversité fonctionnelle? La biodiversité fonctionnelle, c'est en fait l'ensemble des fonctions et des processus d'un écosystème. La biodiversité fonctionnelle nous fournit de nombreux services gratuits, comme par exemple la fertilité des sols, la pollinisation ou encore la régulation des ravageurs qui va nous intéresser aujourd'hui. On appelle tous ces services gratuits les services écosystémiques. Plus un écosystème est diversifié, plus il y aura d'espèces et plus les services vont être nombreux et plus cet écosystème va fonctionner de façon optimale. Dont tout l'intérêt de favoriser la biodiversité en général. On appelle aussi les ennemis naturels des auxiliaires. Donc, il y a différents auxiliaires dans les vergers. Ce sont par exemple des insectes, mais ce sont aussi les oiseaux, ce sont aussi par exemple des chauves-souris. Parmi les insectes, il y a différents insectes utiles ou différents insectes auxiliaires. Il y aura des prédateurs plutôt généralistes. Il y aura des prédateurs plutôt spécialisés sur certains types de ravageurs. Parmi les prédateurs qu'on connaît très bien, il y a les coccinelles, il y a les larves de cirphes, les larves de chrysopes, il y a aussi les punaises, les araignées, qui sont aussi des prédateurs plutôt généralistes. Il y a aussi les perce-oreilles, par exemple. Et puis, parmi les auxiliaires importants, il y a les parasitoïdes, les mouches ou les guêpes parasitoïdes, qui sont des très petits insectes qui vont pondre leurs œufs à l'intérieur du ravageur. Donc, soit à l'intérieur de l'œuf, soit à l'intérieur de la larve ou à l'intérieur de l'insecte adulte. Et puis, leur larve va se développer à l'intérieur de l'insecte, à l'intérieur de la larve de l'œuf ou de l'adulte et conduire à sa mort. Il y a aussi parmi les ennemis naturels importants, donc les oiseaux qui vont manger quantité d'insectes et puis aussi les chauves-souris qui vont manger quantité d'insectes dans les vergers. Nous allons voir maintenant par quel type de mesures nous pouvons favoriser ces auxiliaires. Ici, nous voyons un schéma qui nous montre à quel point les interactions sont complexes. Tous ces auxiliaires, finalement, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de nourriture, donc ils ont besoin aussi de lieux d'hibernation, ils ont besoin de lieux de nidification, ils ont besoin de lieux pour se reproduire. Et la nourriture, ça peut être évidemment des insectes ravageurs, mais s'il n'y a pas assez d'insectes ravageurs à ce moment-là, il faut aussi qu'ils puissent avoir une source de nourriture alternative pour perdurer, pour que leur population puisse pérenniser. Nous allons voir maintenant les différentes mesures grâce auxquelles on peut favoriser la biodiversité fonctionnelle à l'intérieur des vergers. Il y a des mesures telles que les haies, donc des éléments paysagers. Après, il y a des mesures peut-être un peu plus directes, comme l'installation de nichoirs. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect gestion des vergers qui permet une bonne favorisation de la diversité des espèces en général. Commençons par les haies. L'avantage des haies, c'est que ce sont des éléments pérennes, donc des éléments qui vont rester, qui vont perdurer. Ce sont en général des éléments qui sont peu sujets aux perturbations, donc on va peut-être tailler les haies tous les 4 à 5 ans ou tous les 7 à 8 ans, ça dépend un petit peu de la croissance de la haie, mais ce sont
des éléments qui sont relativement peu perturbés, donc qui offrent vraiment un bon abri, aussi des endroits de nidification et d'hibernation qui sont vraiment des endroits de tranquillité. Les haies sont souvent constituées d'une zone d'arbustes ou d'arbres et puis d'une zone d'un ourlet herbacé le long de la haie. Dans les haies, donc, il y a d'une part, comme on l'a dit, des abris, mais il y a aussi une source de nourriture, que ce soit dans les arbustes eux-mêmes ou alors au niveau de l'ourlet herbacé. Les haies devraient être, pour favoriser au mieux la biodiversité, elles devraient être le plus diverses possible, donc contenir le plus possible d'arbres et d'arbustes différents, idéalement des arbres et des arbustes qui vont fleurir tout au long de la saison. Donc, on va peut-être avoir des noisetiers qui vont commencer très tôt dans la saison, ensuite peut-être, par exemple, le cornouiller mâle qui va venir aussi très tôt, qui fleurit actuellement chez nous, par exemple. Et puis, ça va s'étaler après avec le sureau et le troène, par exemple, qui vont fleurir plus tard dans la saison. Donc, il faut offrir vraiment une source de nourriture, de nectar tout au long de la saison. Pour, par exemple, principalement ici les insectes, mais ensuite, tous ces arbustes vont ensuite fournir des baies qui vont être intéressantes pour les oiseaux, par exemple, et qui vont aussi fournir de la nourriture aux oiseaux tout au long de l'hiver. Donc, idéalement, ces haies devraient être constituées uniquement d'espèces endémiques, éviter les espèces néophytes invasives, par exemple. Donc, faites attention au choix lorsque vous constituez, par exemple, une nouvelle haie. Il faut aussi soigner ces haies régulièrement, les entretenir, rabattre régulièrement les espèces à forte croissance, comme par exemple le noyer ou le cornouiller sanguin. Comme mesure suivante, il y a les bandes fleuries. Les bandes fleuries, ce sont des mélanges de fleurs qui ont été conçus spécifiquement pour favoriser les pollinisateurs et les auxiliaires. Donc, elles sont principalement constituées d'espèces pérennes qui vont fleurir là aussi tout au long de l'année. L'idée, c'est d'avoir vraiment des fleurs déjà très tôt dans la saison pour pouvoir attirer les insectes auxiliaires et puis une offre de fleurs qui va vraiment perdurer tout au long de la saison. Donc ça, c'est très important. Ces couverts fleuris vont aussi procurer finalement des abris. Elles vont fournir des structures, par exemple pour les araignées, pour les carabes qui vont vivre à l'intérieur. Il y aura différents types de fleurs qui vont attirer différents types d'insectes, par exemple. Il y a des fleurs avec des corolles plutôt ouvertes, ou alors il y a des ombellifères pour lesquels le nectar va être facilement accessible pour des insectes qui ont des pièces buccales courtes, comme par exemple les cirfes. Et il y a des fleurs qui ont des corolles plutôt en tube, par exemple comme la sauge ou les sparsettes qu'on voit ici à l'image, qui vont procurer du nectar à des insectes avec des pièces buccales peut-être plus développées, plus longues, comme par exemple certaines espèces d'abeilles sauvages. Et puis, il y a aussi des fleurs dans ces mélanges souvent qui ont des glandes nectarifères à l'extérieur des fleurs, donc sur certaines parties de la plante et qui sont très facilement accessibles, qui offrent de la nourriture à ces pollinisateurs et insectes auxiliaires. Donc, ces bandes fleuries, elles peuvent être installées en bordure du verger, mais idéalement, elles devraient être installées en fait dans l'interligne. Comme ça, on peut vraiment attirer les pollinisateurs et les insectes utiles au plus près des arbres fruitiers, vraiment à l'intérieur du verger. On sait
les expériences scientifiques le montrent que les insectes auxiliaires se déplacent sur des très, très courtes distances. Donc, c'est vraiment important qu'on ait ces bandes fleuries au plus près des arbres. Pour installer ces bandes fleuries, on préfère les semer au printemps, mais c'est vrai que ces dernières années, avec les printemps de plus en plus secs, les étés de plus en plus secs, je pense qu'à l'avenir, il faudra plutôt envisager des installations à l'automne. Ce qui est très important pour installer ces bandes fleuries, c'est de les semer sur un sol bien préparé. Il faut commencer la préparation du sol au moins un mois avant le semis. Il faut que la végétation spontanée soit vraiment complètement détruite. Donc, il faut vraiment passer plusieurs fois la herse pour avoir un sol absolument propre. Ensuite, le semis se fait sur un sol bien préparé, finement préparé, bien ressuyé. Et puis, ce qui est important aussi avec le semis, qui peut se faire soit à la main, soit avec un semoir, c'est important de passer ensuite le rouleau pour que les graines appuient bien. La première année, il est parfois nécessaire de faire des fauches de nettoyage. On attendra pour ça que le couvert végétal atteigne 20 à 30 cm de haut. Il faut faire très attention lors des fauches de nettoyage et ensuite aussi lors des fauches les années suivantes de ne pas faucher trop bas. Il faudrait idéalement faucher à 8-10 cm de haut parce que si vous fauchez trop bas, ce qui arrive parfois à certains endroits, tout dépend le type de sol que vous avez. Vous avez parfois aussi un affaissement de la zone où passent les roues. Et puis, ce qui provoque en fait un reflement, une bosse sur le milieu de l'interligne. Et puis là, si on règle le broyeur ou la faucheuse trop bas, après, on va vraiment faire des dégâts au niveau du sol et puis on va détruire le semis. Il ne faut pas oublier que ces semis, souvent, ils sont relativement chers, donc tout l'intérêt d'être vraiment précautionneux lorsqu'on va faire les fauches. Les couverts végétaux, donc souvent, actuellement, maintenant, la végétation spontanée dans les interlignes, elle n'est pas très diversifiée. C'est souvent les mêmes espèces qu'on va retrouver. On peut semer, il existe beaucoup de semis pour les interlignes. Souvent, ce sont des semis constitués de graminées qui ne sont pas très intéressantes d'un point de vue biodiversité fonctionnelle. On peut, par exemple, aussi utiliser des couverts végétaux avec des légumineuses qui seront plus intéressants du fait qu'elles amèneront des fleurs, donc une source de nourriture, et puis qu'elles amèneront aussi de la structure, donc justement aussi des cachettes pour les insectes qui vont vivre à l'intérieur de ces couverts. Donc, en choisissant des couverts végétaux, des bandes fleuries, des éléments qui sont plus variés, plus diversifiés en espèces, on peut vraiment favoriser les auxiliaires et puis les amener déjà très tôt dans la saison parce que c'est ça tout l'intérêt, c'est de les avoir déjà très tôt présents et prêts en fait à agir lorsque les ravageurs arrivent. On peut envisager aussi lors d'un système qui fonctionne très bien d'avoir d'épargner des traitements grâce à l'action efficace des auxiliaires. Pour favoriser les oiseaux, les chauves-souris, mais aussi les insectes, les abeilles sauvages par exemple, on peut bien évidemment installer des nichoirs. C'est des mesures qui sont relativement simples à faire, mais il faut toujours être conscient que ce n'est pas la mesure qui va améliorer la biodiversité en général et la biodiversité dans les vergers. Il faut toujours que ces espèces aient une source de nourriture. Donc, installer un nichoir, s'il n'y a pas de fleurs loin à la ronde, c'est
ce n'est pas une mesure qui va être assez efficace pour attirer ni les insectes, ni les oiseaux et chauves-souris. Donc, toujours penser à combiner l'installation de nichoirs avec une source de nourriture. Et la source de nourriture, elle doit être disponible dans un périmètre très proche et ceci tout au long de la saison. Évidemment, il y a d'autres possibilités de favoriser la biodiversité, donc d'offrir, comme je l'ai dit, des sources de nourriture, par exemple en installant des petits buissons, que ce soit à l'intérieur des rangs ou au bout des rangs d'arbres, par exemple. On peut aussi favoriser les fleurs qui vont pousser sous le rang. Il existe ces systèmes qu'on appelle ces systèmes sandwich où on va travailler le sol à gauche et à droite des arbres et puis la ligne du milieu qui fait à peu près 20-30 cm, elle va être enherbée par des espèces soit spontanées ou soit par des espèces qu'on va semer comme les pervières ou alors le lamier qui sont des plantes qui fleurissent abondamment et sur une longue période et qui vont évidemment par là attirer aussi les insectes en général et les insectes auxiliaires en particulier. Très important aussi, naturellement, c'est l'entretien des interlignes, l'entretien de ces structures, l'entretien des bandes fleuries. Lorsque tout est en fleurs, on le sait, lorsque les interlignes sont en fleurs, lorsque le couvert végétal est en fleurs, il y a énormément d'insectes, il y a énormément de pollinisateurs, il y a énormément d'abeilles mellifères, il y a énormément d'abeilles sauvages. Donc, c'est vraiment pas idéal de faucher à ce moment-là. Il faut faire très attention à la période de fauche. S'il est nécessaire de faucher à cette période-là, il faudrait le faire soit tôt le matin, soit tard le soir, lorsque le vol des insectes est moins important. Donc, pensez à ça aussi lors de l'entretien des vergers. Après, idéalement, comme je l'ai dit, l'important, c'est d'avoir une offre de fleurs, une offre en nourriture tout au long de la saison. Donc, idéalement, par exemple, si vous avez des bandes fleuries, il faudrait pouvoir alterner la fauche, un interligne sur deux, de sorte à ce qu'il y ait toujours une offre en fleurs suffisante. On peut peut-être avoir 2 ou 3 semaines d'intervalle entre la fauche de ces interlignes. Ça serait vraiment idéal pour qu'il y ait toujours des fleurs à disposition. Il y a aussi des machines qui permettent de faucher les interlignes seulement sur les extérieurs et puis il reste une bande au milieu qui va rester sur pied, qui ne sera pas fauchée. Ça, c'est aussi des machines qui peuvent être très avantageuses lorsque l'on installe des bandes fleuries. On peut, comme je l'ai dit, on a déjà parlé de l'installation des buissons, donc la fauche. Il y a aussi d'autres méthodes, évidemment, de combinaison de structures à l'intérieur du verger, par exemple d'avoir des lignes d'arbres et puis d'avoir ensuite à l'intérieur du verger une zone avec des buissons ou des haies qui vont servir de réservoir pour les auxiliaires. Donc, il y a différentes techniques. Il faut toujours garder à l'esprit que plus l'écosystème sera diversifié et plus l'écosystème va et mieux l'écosystème va fonctionner. Évidemment, toutes ces mesures, elles ne sont pas évidentes à mettre en place, surtout dans un verger déjà existant qui est souvent optimisé, où il y a déjà un manque de place pour mettre ces structures, évidemment. Donc ça, c'est peut-être des choses à réfléchir lorsqu'on prévoit de planter, de faire une nouvelle plantation, d'installer un nouveau verger, peut-être déjà de prévoir des endroits pour ces structures, que ce soit à distance régulière, par exemple, à l'intérieur du verger. Mais on est tout à fait conscient que pour un verger déjà existant, ce n'est pas évident d'installer ces structures.
Il peut y avoir aussi des problèmes avec les campagnols. Ça, c'est aussi quelque chose qui est connu. On sait que, par exemple, les bandes fleuries à l'extérieur ou à l'intérieur des vergers qui vont être fauchés relativement peu souvent vont être un bon refuge pour les campagnols et vont favoriser les campagnols. Donc là, il faut évidemment faire attention à ce qu'on ait une bonne alternance entre la fauche de ces éléments fleuris. Et puis, ce qui est encore peu connu, c'est l'effet de la concurrence au niveau de la pollinisation des vergers et du couvert végétal fleuri. Ça, c'est quelque chose qui est possible, qui est encore peu étudié et dont on a peu de retours. Mais on part du principe que plus l'écosystème sera diversifié, plus il y a d'espèces différentes et plus les populations sont importantes et moins grande sera la concurrence en fait pour la pollinisation. Et ce qui est important, c'est que ces systèmes, ils vont fonctionner sur le long terme. Donc, c'est comme tous les écosystèmes, c'est comme toutes les questions concernant la biodiversité. Il faut avoir cette vision à long terme d'un écosystème qui fonctionne bien, donc le plus diversifié possible. Voilà, je vais m'arrêter ici. Vous avez quelques références, fiches techniques sur la présentation qu'on vous met à disposition. Je vous remercie et puis je me réjouis de parler avec vous de ce sujet et puis d'entendre vos questions. Merci Véronique pour cette présentation qui amène pas mal de questions qui sont en train d'arriver doucement. Donc je vais les reprendre dans l'ordre chronologique pendant qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc la première question concernait la floraison qui souvent donc arrivait au printemps, mais au début de l'été ou pendant l'été, on avait moins de diversité. Donc est-ce que tu aurais des préconisations d'espèces qui viendraient plutôt pendant l'été pour aider pollinisateurs et auxiliaires à rester dans le verger pendant l'été? Par exemple, dans les bandes fleuries, on a des espèces qui fleurissent assez longtemps. Et il y a des espèces qui repoussent, par exemple, après la fauche et qui vont refleurir une deuxième fois après la fauche. Et il y a des espèces, par exemple, comme la centaurée, qui, elle, fleurit plutôt tardivement en été. Donc là, avec vraiment une fauche échelonnée, des bandes fleuries à l'intérieur du verger, on peut faire en sorte d'avoir une offre en fleurs qui est plus longue au cours de l'année. Évidemment, si on se réfère à une année comme l'année passée qui était extrêmement sèche, là, je pense que l'offre en fleurs était faible finalement un peu partout. On avait vraiment même les bandes fleuries à l'intérieur des cultures étaient sèches déjà arrivées au mois de juillet. Donc, c'est un problème qu'on aura les années futures, je pense, avec les changements climatiques. Oui. Donc, vraiment, l'intérêt d'avoir des couverts végétaux qui sont bien gérés, qui sont gérés de façon échelonnée. Et on a le commentaire dans le chat que le sarrasin aussi peut fleurir assez tard en été. Et je pensais aussi à la carotte sauvage ou à l'aquilée qui fleurissent longtemps et qui fleurissent en Provence. On les trouve encore en juin ou en juillet, évidemment, selon les années. Donc, je pense que un peu plus au nord, on doit pouvoir les trouver aussi pendant l'été. La question suivante concerne, donc je vais la lire, si la floraison des bandes fleuries est continue, le fauchage n'est pas possible, donc la montée en graines arrive. Et est-ce que ce n'est pas un risque pour certains ravageurs si on a cette montée en graines?
Alors, la montée en graines, je ne sais pas quel est le risque ensuite d'attirer les ravageurs. C'est clair qu'il y a des plantes aussi qui attirent les ravageurs. Euh, L'idée d'avoir un écosystème équilibré, c'est que les auxiliaires, les populations d'auxiliaires soient assez élevées au moment où les ravageurs se développent pour qu'elles puissent tout de suite prendre le relais et qu'elles puissent tout de suite euh, attaquer ces populations de ravageurs. La montée en graines a l'intérêt, on va dire, botanique, plus botanique, justement, que les plantes pérennes pourront se ressemer et puis qu'on aura une meilleure stabilité, une meilleure pérennisation en fait des bandes fleuries. Mais il y a évidemment encore énormément de questions au niveau des interactions à l'intérieur des écosystèmes, oui. Pardon. La fauche régulière des bandes fleuries, comme c'est conseillé, ça évite effectivement d'avoir trop de montée en graines. Ça permet de voir les espèces fleurir et d'entretenir, de rabattre la bande fleurie pour laisser les espèces en dessous faire leur développement, quoi. Il y a Oui, peut-être juste une remarque. Nous avons fait des essais aussi avec des bandes fleuries dans les vignes. Et puis, plusieurs viticulteurs utilisent le rouleau, le rolofaca à la place d'une broyeuse ou d'une faucheuse. Et puis ça, on a vu que ça favorisait vraiment les plantes fleuries. C'est assez intéressant. Mais après, on a parfois découvert qui peuvent devenir assez élevés parce qu'on a évidemment des sols qui sont relativement riches parfois. Donc, voilà, on sait justement aussi que les différentes machines utilisées vont avoir un impact ensuite sur la diversité botanique de ces bandes fleuries. ok, une autre question concerne l'installation de bandes fleuries directement sur la ligne, quitte à irriguer un peu plus. Quels sont les avantages ou les inconvénients d'avoir des couverts fleuris sur la ligne du verger? Donc, sur la ligne d'arbres, Oui, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas d'expérience avec aucune expérience de ce type. Comme je vous l'ai expliqué, certains essais qu'on a fait consistaient à avoir une bande juste euh, euh, sous les arbres d'environ 20 centimètres, où on avait certaines plantes qui restaient plutôt basses comme le lamier et ou l'épervière et qui formaient un gazon. Mais après des bandes fleuries, vraiment, je ne sais pas à quel point elles arriveraient à s'établir. Et évidemment, je ne sais pas après à quel point elles pourraient concurrencer les arbres en eau et puis en éléments nutritifs. Question ouverte. oui, moi je rajouterais que la mise en œuvre d'une bande fleurie sur la ligne est compliquée puisque Véronique a dit qu'il fallait préparer le terrain pour faire un faux semis, le semis à la main éventuellement peut être fait sur la ligne. Après, il faut pouvoir tasser un peu le sol éventuellement ou irriguer, mais c'est beaucoup plus facile à faire dans l'interrang, à la fois la mise en place et la fauche des bandes fleuries que sur le rang. Et aussi selon les arbres que vous avez et l'ensoleillement, vous risquez d'avoir trop d'ombre sous les arbres, sous des pommiers par exemple, qui font quand même une ombre assez forte et donc un développement des bandes fleuries qui risque d'être assez mauvais sous les arbres par rapport au plein soleil. Question suivante. Le pâturage des bandes fleuries et des couverts végétaux est-il intéressant ou contre-productif? Donc l'introduction d'animaux, il y avait une autre question là-dessus, l'introduction d'animaux comme des poules ou des moutons. Voilà, est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça apporte un effet synergique ou contre-productif? Je n'ai pas d'expérience
d'expérience. En fait, je n'ai pas encore vu de modèle de ce type, mais je peux m'imaginer que ça fonctionne. Tout dépend de la période à laquelle on introduit les animaux. On sait qu'une fauche tardive des prairies, en général des prairies fleuries, donc des couverts végétaux, des bandes fleuries, et favorise la diversité végétale. Donc, l'idée, c'est vraiment que la végétation entre dans l'hiver le plus bas possible. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une pâture d'automne pourrait être tout à fait envisageable et intéressante. Les poules, à ma connaissance, les poules mangent tout. Donc, je ne sais pas. Tout dépend évidemment combien de temps on va laisser les animaux aussi à l'intérieur. Il faudra faire attention de ne pas les laisser trop longtemps pour qu'ils ne détruisent pas le sol. C'est vraiment une gestion au cas par cas euh, à faire sous observation, je pense. Mais envisageable, oui. Je ne sais pas si vous avez des expériences, François, de ce type de gestion. Pas de combinaison entre un pâturage et des bandes fleuries, mais effectivement, je pense que ça serait un peu dommage effectivement de risquer de dégrader la biodiversité et la diversité dans une parcelle avec s'il y a des bandes fleuries déjà en place, quoi. Parce qu'effectivement, c'est des espèces un peu nouvelles pour des brebis, par exemple, et donc elles vont peut-être avoir tendance à venir préférentiellement si elles apprécient certaines espèces, et donc ça risque de nettoyer un peu trop la bande fleurie, quoi. Le programme de recherche, donc bon, les recherches en général, la recherche s'est-elle penchée sur la biodiversité du sol, notamment vers de terre, mais aussi bactéries, champignons comme auxiliaires de culture. Est-ce qu'il y a des pratiques recommandées pour favoriser cette vie du sol? En général ou dans les vergers en particulier? Dans les vergers, si on a des éléments, oui. Alors, moi, je ne connais pas. Il y a peut-être des études, mais là, je ne les connais pas. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a d'autres études dans d'autres types, comme les CEDOC, avec qui comparent les systèmes biologiques, biodynamiques et conventionnels, où là, on a vraiment des résultats sur le très long terme pour voir l'effet sur le sol, sur la vie du sol, des différents systèmes de production. Mais dans les vergers en particulier, n'en ai pas connaissance. Oui, c'est une question assez large, mais il y a des travaux qui sont faits en verger qui montrent l'intérêt de couverts végétaux, d'engrais verts, enfin, de pratiques qui sont plus ou moins développées avec des espèces d'engrais verts légumineuses qui vont améliorer la matière organique dans les sols, la fertilité des sols, en plus de l'azote. Donc, voilà, il y a un certain nombre de travaux expérimentaux qui montrent l'intérêt d'avoir des couverts permanents pour maintenir des sols vivants, diversifiés, qu'on appelle plus suppressifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer des pathogènes du sol un peu mieux s'ils sont en bonne santé que s'ils sont dégradés, donc exposés au soleil, surtout dans l'Europe du Sud. Donc oui, les couverts végétaux, c'est une pratique un peu générale qu'on recommande de maintenir des sols couverts, même en été, pour limiter l'évapotranspiration et garder des sols humides et qui fonctionnent, quoi, globalement. Après, c'est très compliqué d'aller dire comment ça favorise certains champignons, certaines bactéries, certains nématodes du sol. Voilà, c'est un autre domaine, et c'est vrai il y a encore beaucoup d'inconnus dans le sol, quoi. Au sujet de la méthode sandwich dont tu as un peu parlé, pour gérer donc l'enherbement sur la ligne d'arbres, quel est l'impact sur les populations de campagnols, puisqu'en général, on travaille le sol sur le rang pour faire fuir le campagnol. Donc là,
comment vous gérez la mise en place de la méthode sandwich avec le risque campagnol? Alors, il semblait que les effets étaient bons aussi. Il n'y avait pas de problème particulier au niveau des campagnols. Le fait d'avoir quand même des bandes à gauche, à droite de l'arbre qui soient travaillées était suffisant pour gérer les campagnols. Mais on peut mettre peut-être à disposition des participants ensuite les différentes fiches techniques existantes, parce qu'on a une fiche technique aussi sur ce système-là, qui donne de plus en plus d'informations. Concernant la fauche, est-ce que, donc il y a une question sur le matériel, est-ce qu'on utilise plutôt une faucheuse, un gyrobroyeur ou un broyeur à marteau? Tu as parlé du rouleau Faca déjà, qui est une alternative aussi. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais pour entretenir les bandes fleuries? Alors, le moins délétère, évidemment, ce serait une faucheuse. Le broyeur, on sait que c'est pas idéal. Après la faucheuse, on aura évidemment le produit de la fauche qui sera plus ou moins dense, plus ou moins épais selon la période à laquelle on va faucher et puis la hauteur de végétation. Ça peut être à la fois un inconvénient, à la fois un avantage. Si on a trop de matériel lors d'une période humide, on peut avoir un effet un peu ça peut un peu pourrir ou étouffer les plantes qui sont dessous. Après, si on a cette couche de foin lors d'une période sèche, elle peut être profitable pour les petites plantes qui vont germer dessous. Donc, voilà, pas évident de répondre à cette question. Ça va dépendre un petit peu de la saison. Au point de vue diversité des insectes, évidemment, le broyage, on le sait, est extrêmement néfaste à la biodiversité des insectes. Ça, c'est connu. Et puis, comme je vous l'ai dit, le rouleau Faca qui est une bonne alternative et aussi ces machines qui ont été développées exprès pour les bandes fleuries qui permettent de faucher à gauche et à droite, et puis de laisser la bande fleurie au milieu sur pied, nos fauchés, qui, je pense, qui sont des machines certainement intéressantes, mais qui ont leur coût, bien évidemment. Ok, merci. Est-ce que les coûts supplémentaires de ces installations, que ce soit bande fleurie ou gîte, nichoir, sont contrebalancés par des économies d'intrants sur le verger? La question La question. intéressée. Oui, évidemment. Ça, voilà, c'est des questions qui sont toujours compliquées à répondre. On peut, comme on l'a dit, ça va dépendre des années, ça va dépendre des conditions météorologiques de chaque année. Et puis, on estime qu'on peut renoncer à certains traitements si on a un écosystème qui fonctionne bien et si on a des insectes auxiliaires des populations d'auxiliaires qui sont saines et bien développées. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir une année particulière. Comment dire, cette régulation naturelle, elle s'inscrit vraiment dans un système intégré de protection des plantes. Donc, il faut la voir comme un élément de la pyramide de protection des plantes. Donc, elle permet d'avoir une certaine sécurité. Et puis après, l'observation régulière va vous dire, OK, est-ce que maintenant on a atteint la limite? Est-ce qu'on doit vraiment faire un traitement, etc., ou est-ce qu'on peut attendre encore un peu? Donc, elle s'inscrit vraiment dans cette lutte intégrée contre les ravageurs. Mais elle n'est pas à elle seule, la solution à tous les problèmes, ça c'est clair. Après, une option peut-être pour réduire les coûts, c'est aussi
d'intervenir moins dans le verger. Enfin, les producteurs qui n'ont pas envie de mettre en place des bandes fleuries, on peut aussi leur dire vous laissez l'enherbement spontané monter un peu plus haut dans l'interrang, donc vous passez 2 fois moins souvent. Ça vous fait des fleurs spontanées un peu plus importantes et un service aussi écologique qui sera intéressant avec des espèces spontanées, donc très adaptées. Et là, pour le coup, ça coûte moins cher aux producteurs, même si le service est difficile à chiffrer, il n'a pas eu d'investissement à faire. Tout comme avec le bois de taille des fruitiers aussi, plutôt que de le broyer, on peut aussi recommander de faire des petits tas dans le verger, et ça sera aussi des refuges pour différents arthropodes. Et donc, voilà, il y a aussi des pratiques qui coûtent pas grand-chose, voire qui font gagner du temps, quoi. Est-ce que tu as un avis? Je ne sais pas si tu connais les haies fruitières qu'Evelyne Leterme a développées et expérimentées dans le sud-ouest de la France. Est-ce que tu as un avis sur leur intérêt à la fois en production et en régulation naturelle dans un contexte professionnel? Je ne connais pas, malheureusement. Je ne Oui. connais pas ce système. Je n'ai pas d'expérience. Oui, c'est un modèle, donc si je peux apporter une partie de réponse, un modèle qui a été beaucoup développé dans le sud-ouest, donc autour du Conservatoire d'Aquitaine, qui associe donc des fruitiers plantés assez serrés et rabattus de manière assez forte, enfin, pour certains fruitiers. Et donc, il y a une production de fruits intéressante, et Evelyne montrait qu'il y avait une présence d'auxiliaires assez importante, puisque ce sont des haies fruitières qui ne sont pas du tout traitées. Après, c'est un dispositif qui, à ma connaissance, n'est jamais passé justement à l'échelle professionnelle, hein. C'est resté souvent des bords de parcelles sur des surfaces assez limitées. Donc, je n'ai pas non plus d'expérience pour une échelle professionnelle, disons, de système qui ne soit qu'en haies fruitières, quoi. Je sais qu'il y a la volonté de différentes personnes de mettre en place ces systèmes-là, mais je ne sais pas à quelle échelle économique, quoi. Question par rapport à tout ça, notamment l'installation de bandes fleuries ou de laisser un enherbement spontané. C'est en France la nouvelle directive abeille qui fait beaucoup parler en ce moment. Et encore une fois, je ne sais pas si Véronique, tu connais le contexte français de cette directive abeille. Donc, mais je vais Malheureusement pas. peut-être y répondre. Du coup, c'est donc une directive du ministère qui est arrivée fin 2021 et qui est très protecteur pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages. Et en gros, ça concerne beaucoup les vergers parce que c'est des cultures qui sont très sensibles, exposées aux visites des pollinisateurs, beaucoup plus que les grandes cultures, beaucoup plus que la vigne, par exemple. Et donc, en verger, la consigne, c'est de dire, à partir du moment où il y a des fleurs dans le verger, qu'elles soient spontanées ou qu'elles soient semées, si vous voulez faire un insecticide dans le verger, même en bio, donc même un Bacillus thuringiensis, même un virus de la granulose sur pommier, vous êtes obligé normalement de broyer toutes les fleurs avant le traitement, ce qui est quand même très protecteur pour les pollinisateurs, mais très difficile pour faire des vergers qui soient diversifiés, plus agroécologiques justement. Donc, tout ce travail de sensibilisation, de démonstration qu'on peut aller vers des pratiques alternatives, notamment pour gérer les pucerons avec des couverts fleuris. Cette directive abeille, effectivement, elle nous pose souci. Donc, on doit y travailler parce qu'on a un peu découvert ça l'année dernière. On doit en rediscuter avec l'Institut de l'abeille, avec peut-être le ministère, pour qu'au moins certains produits bio, comme le virus de la granulose, le BT, des produits qui sont doux, qui n'ont pas d'effet secondaire sur les pollinisateurs, puissent éviter de broyer tout cet enherbement. Sinon, effectivement, on revient un peu 20 ans en arrière et on ne permet aucun développement d'alternatives dans les vergers. Donc, c'est un peu une aberration.
même si c'est très protecteur, encore une fois, pour les pollinisateurs, mais c'est un peu trop protecteur à mon sens, quoi. Oui, parce que s'il n'y a plus de fleurs, finalement, si on fait en sorte qu'il n'y ait plus jamais de fleurs, je pense que Ouais. là, c'est un autogol, en fait, vraiment. Oui, 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 c'est plutôt contre-productif pour le coup et on oui, risque d'utiliser plus de traitements et on tout à risque fait, oui, tout de à fait. retrouver des ravageurs qui ont disparu de nos vergers comme des Mhm. acariens. Dans les années 70-80, on avait des insecticides assez forts et on avait des gros problèmes d'acariens, même en verger bio, parce qu'il n'y avait plus du tout de faune auxiliaire capable de gérer des acariens ou des psylles dans les vergers de poiriers. Et aujourd'hui, on sait bien qu'on a géré ces problèmes-là parce on a pu préserver une faune auxiliaire dans les vergers. Donc voilà, il faut être très vigilant sur cette directive, effectivement, qui est un peu trop Mhm. exigeante, quoi. Euh, on a une question sur la biodiversité autour des mares, des points d'eau dont tu n'as pas parlé. Est-ce que tu as des éléments sur la mise en place et sur les conditions de mise en place pour l'installation de points d'eau sur les fermes? Oui, c'est un point très important qui n'est peut-être pas forcément en relation directe avec la biodiversité des vergers, mais au niveau de la biodiversité en général, et vu les changements climatiques et les étés, les printemps surtout toujours plus secs, c'est vraiment un sujet très, très, très important. Fournir des points d'eau, euh, on n'a pas besoin d'avoir des énormes mares, des énormes étangs. Parfois, il suffit de quelques petites mares, de quelques petites gouilles qui soient en eau dans la période entre avril, mai, juin, à la limite. Et ça suffit pour la grande majorité des amphibiens pour leur permettre de se reproduire. Ça, c'est vraiment un sujet très brûlant. On sait que les amphibiens sont des espèces, sont quasiment tous les amphibiens figurent sur les listes rouges, sont très menacés et puis les changements climatiques n'arrangent en tout cas pas la problématique. Donc là, comme je vous l'ai dit, des fossés, des petites gouilles, des petites mares, on a fait une vidéo, je peux vous envoyer aussi le lien par la suite sur comment installer des petits plans d'eau qui donnent plein d'idées aussi. On peut même utiliser du matériel, on va dire, artificiel comme des grands pots de pépiniéristes, les enfoncer dans le sol, les enterrer dans le sol. Et puis, lorsqu'il pleut, elles se remplissent. Et puis, ensuite, on peut les vider, même l'été, quand on n'a plus besoin d'eau. Et ça permet à certaines espèces, comme le crapaud calamite, qui n'ont pas besoin d'avoir de l'eau tout au long de l'année, mais qui ont besoin d'avoir des petites gouilles à certains moments de se reproduire. Donc ça, je vous envoie volontiers les, les informations. Et puis pour les chauves-souris, le lien avec la biodiversité utile, c'est les chauves-souris qui ont besoin d'avoir des plans d'eau pour boire. Aussi Et pour donc, boire et les insectes. Oui, en principe, tous les insectes et en fait, tous les animaux, ils ont besoin quand même d'avoir quelque part de l'eau oui, pour s'abreuver, oui. Mhm. une question à savoir si on a des éléments sur l'intérêt de l'agrodiversité fonctionnelle sur les maladies, donc sur les ravageurs. Est-ce qu'on a des travaux de recherche et des choses en ce sens? Donc oui, il y a plusieurs études qui sont en cours sur ces sujets de régulation des ravageurs dans les vergers, mais aussi dans Les les grandes maladies, hein. cultures. À des maladies, Oui. oui, des maladies. Hmm. Euh, euh, je ne suis pas, je suis pas assez Hmm. dans le sujet. Je ne suis pas assez compétente pour répondre à cette question. J'imagine qu'il y a des recherches en cours, Ouais, en verger, je ne saurais pas mais dire, mais un collègue ici au GRAB avait fait un travail d'identification de la flore, c'est-à-dire des levures, des champignons qu'on pouvait trouver sur les
à la surface des feuilles de poiriers, je crois, dans des vergers de poiriers qui étaient traités en bio normalement et des vergers de poiriers qui étaient très peu traités. Et pour montrer justement la diversité fongique qui était beaucoup plus forte dans des vergers notamment qui ne sont pas traités au cuivre. Donc effectivement, il y a aussi un lien sur la fréquence des interventions que vous allez faire dans le verger, aussi bien fongicides, même fongicides naturels et insecticides. Et du coup, ce que Véronique a pu dire, ça me permet de faire le rappel que ça ne fonctionnera jamais dans un verger où vous êtes obligé de traiter toutes les semaines avec un insecticide ou un fongicide. Donc, c'est important de réfléchir en amont la conception de son verger et notamment le choix de ses variétés pour avoir des variétés vraiment adaptées à un faible niveau de traitement, donc des variétés plus rustiques, hein, comme ça a pu être discuté hier, et ça le sera un peu demain donc pour les fruits à noyaux. Je fais un peu de pub encore, mais voilà, c'est des préalables de conception très importants pour qu'ensuite la biodiversité puisse s'installer, puisque elle sera pas compatible avec des interventions trop fréquentes. Donc, effectivement, si vous traitez moins, vous allez avoir aussi toute une flore des levures, des champignons qui vont s'installer à la surface des feuilles, des fruits. Et là, c'est encore une fois très compliqué pour connaître cette diversité, mais le principe, c'est que effectivement, ces levures naturelles vont occuper les sites qui sont des sites d'infestation possibles par la tavelure, par des monilias, enfin des maladies qui peuvent être problématiques dans le verger et qui peuvent être amoindries par une forte présence de levures naturelles, par exemple. Donc oui, il y a intérêt aussi à adapter son programme fongicide pour permettre aussi ce contrôle des maladies en verger par la flore naturelle, quoi. On a une question sur l'auto-ensemencement dans le verger pour minimiser la mobilisation et le travail du sol, pour augmenter la biodiversité floristique au sol. Est-ce qu'il y a des travaux dans ce sens? Voilà. Je ne sais pas si la question est très claire. Alors des travaux dans ce sens, pas à ma connaissance, mais peut-être quelques expériences individuelles. On peut utiliser par exemple la fleur de foin pour réensemencer des prairies, pour améliorer la qualité botanique de prairies. Ça peut tout à fait fonctionner à l'intérieur d'un verger, ça peut tout à fait fonctionner aussi dans un vignoble. Donc, on peut utiliser du foin, on peut faucher du foin d'une prairie riche en espèces, le transporter finalement dans le verger sur les interlignes et le laisser sécher là, le laisser se réengrainer là. Je vois ça comme possibilité. Je pense que ça peut fonctionner, oui. Ok, on a une question sur l'intérêt de la litière forestière fermentée. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as un avis sur le sujet? Je ne connais pas, non. Parce qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais bon, il y a des choses qui existent un peu en France, qui restent un peu expérimentales, mais l'idée, effectivement, c'est de reconstituer un broyat avec une flore locale, donc à partir d'un sol forestier local, apporté dans les cultures et dans le verger. Voilà, bon, ça reste encore des pratiques un peu exploratoires qui sont testées par quelques groupes de producteurs, mais je n'ai pas non plus en tête de résultats vraiment concrets sur le long terme, quoi. Est-ce que tu as des exemples? Encore une fois, c'est peut-être une question qui concerne plus la France, mais de GI2E, donc de groupes d'agriculteurs qui ont travaillé ou qui travaillent sur justement la biodiversité fonctionnelle dans les vergers.
ou en recherche participative, en Suisse peut-être ou... Non, on a des agriculteurs qui participent aux essais pratiques, mais après, il y a des groupes d'intérêt peut-être plus au niveau de la permaculture ou de l'agroforesterie, mais pas à ma connaissance, en tout cas au niveau de la Suisse. Oui, en France, il y a donc un certain nombre de GI2E sur toutes les cultures. En verger, il y en a aussi quelques-uns, certains qui s'intéressent justement à réduire les phytos. Avec l'INRA, là, au sein d'un projet européen, on travaille avec un groupe d'arboriculteurs vers Cavaillon, là, donc pas loin d'Avignon, en verger de pommes et on a rencontré les producteurs pour discuter avec eux un peu des pratiques qu'ils avaient et des priorités qu'ils auraient pour décider d'un aménagement de leur verger favorable à la biodiversité. Donc l'année dernière, on a mis en place un certain nombre, 350 nichoirs à mésanges et 350 gîtes à chauves-souris sur une douzaine de vergers sur cette zone-là. Et donc, depuis l'année dernière, on fait les relevés d'occupation de mésanges et de chauves-souris. Et cette année, donc, je dois justement essayer de travailler avec eux pour les sensibiliser à l'observation par eux-mêmes, donc de l'occupation des gîtes à chauves-souris, pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes de l'occupation des gîtes et donc qui voient la biodiversité à l'œuvre dans leur verger. C'est une façon de les sensibiliser, de leur montrer que leurs pratiques vont avoir un impact sur la biodiversité dans leur parcelle. Voilà, donc ça fait partie du travail cette année que je dois mener avec eux. Il me semble que j'ai à peu près fait le tour des questions que j'ai relevées dans le chat. Et on est juste à 9h59, donc si parmi vous, il y en a qui ont des questions encore qui les démangent, n'hésitez pas à nous les poser. On a conscience qu'une heure pour parler de biodiversité fonctionnelle en verger, c'est court, mais oui, pour la litière forestière, Lucille, on a un peu répondu. Qu'il y avait quelques exemples, donc, mais pas de résultat à ma connaissance qui soit très, très probant ou très abouti. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aussi des liens qui vous semblent intéressants, à les partager sur le chat. Et puis, on vous enverra donc la vidéo, le support PowerPoint, comme ça a été dit, et puis quelques liens complémentaires dont Véronique parlait. Voilà. Comment trouver des semences pour des bandes fleuries avec des plantes locales. Je vais essayer rapidement de vous trouver le guide technique qu'on a fait dans le cadre du projet Muscari, un projet en France où on a essayé de travailler avec des pépiniéristes qui fournissent des espèces avec le label végétal local pour justement trouver effectivement des écotypes qui soient originaires de France ou de la région pour limiter au plus possible l'importation de sous-espèces, donc d'écotypes qui viennent d'ailleurs et qui seraient en décalage phénologique avec les insectes associés. Voilà. Encore des questions qui tombent sur les maladies, on en a un peu parlé. Sur la concurrence entre les bandes fleuries et
et l'apport en eau des arbres, ça a été un peu discuté, mais voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est sûr que si la bande fleurie est au pied des arbres, il faut être vigilant par rapport à ça. Si elle est entre les arbres, le risque de concurrence est quand même plus faible s'il y a au minimum 1 mètre 50 entre la bande fleurie et les arbres. Mais vous trouverez ces éléments-là aussi dans le guide technique sur les bandes fleuries que j'ai fait suivre sur le chat. Voilà, il y a encore sûrement beaucoup de choses en suspens. La recherche est loin d'avoir toutes les réponses, notamment sur l'apport économique d'une bande fleurie, le service rendu, disons, chiffré sur la culture. Mais voilà, il faut qu'on fasse progresser quand même les travaux et les pratiques pour faire la démonstration des apports de la biodiversité. Merci à tous pour votre écoute et vos questions. Et rendez-vous demain encore si vous êtes intéressés par les fruits à noyaux. Merci Véronique. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.